Voilà, ça y est, on y est enfin. On est enfin à quoi? On est enfin à un moment donné où on a satisfaction avec ce que nous propose Warhammer+. J'ai regardé Paria Nexus, il y a 3 épisodes qui sont disponibles. La série a priori est terminée. Je pense pas qu'il y aura d'autres épisodes parce qu'on a l'épilogue, la fin. Alors, cette vidéo, elle va être en 2 temps. Premier temps sans spoil, c'est-à-dire que je vais dire des choses qui sont en rapport avec cette série, ce que j'en pense, et qui ne vont pas spoiler la série. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la teneur de l'intrigue. Après, dans un deuxième temps, eh bien, je vais faire la partie avec spoil, auquel cas, je vais vous raconter tout simplement l'histoire de Paria Nexus. Alors Warhammer Plus, maintenant on est dans la 3e année d'exploitation, et puis jusqu'à présent, j'avoue que c'était pas extraordinaire en fait. On a connu Astartes, vous savez, cette série qui a été faite par un fan, tout seul chez lui, comme un forcené de passionné. Il a été embauché par Games Workshop, on peut se dire que c'est le rêve, que c'est l'aboutissement, et derrière ça, on s'attendait à avoir une quantité absolument phénoménale de contenu aussi qualitatif que la série Astartes, et en fait, il n'y a pas eu grand chose. Franchement, il n'y a pas eu grand chose, hormis les trailers de mise en bouche pour les boîtes de la V9 et de la V10, avec la vidéo d'Indomitus, etc., qui était pas mal. Franchement, c'était pas mal, c'était vraiment sympa, et c'était les genres de choses qui nous mettaient vraiment dans l'ambiance pour se procurer cette boîte-là. Mais sorti de ça, les séries, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu celle sur les Blood Angels, mais qui était en termes de réalisation. Alors, c'était un choix esthétique de dire on va faire du noir et blanc, et avec un petit peu de rouge, mais techniquement je trouvais que c'était vraiment en dessous de ce qu'on pouvait voir partout ailleurs, et puis même en fait simplement une cinématique d'un jeu vidéo et bien proposer quelque chose de plus intéressant visuellement. Alors après, heureusement il n'y a pas que le côté visuel, ça c'est une chose qui est certaine, il y a aussi tout ce que ça peut apporter en termes d'histoire, mais bon là, j'avoue que c'était pas non plus l'ultra fête. Après, il y a la série Hammer and Bolter. Alors Hammer and Bolter, là l'animation clairement je trouve vraiment pas ça terrible, c'est assez saccadé, c'est pas fou. Après, les histoires ont l'air un petit peu sympas. Alors j'ai pas tout regardé, j'en ai regardé que quelques-unes, 3-4 je crois. Je pense que c'est sympa à regarder comme ça, en petit standalone, mais on n'est pas sur le truc qui vous prend en trip et qui vous fait revivre votre jeu de figurines tout simplement. Enfin c'est ce qu'on veut. Moi c'est ce que je veux en tout cas, c'est que je joue au jeu de figurines et j'ai envie de voir à l'écran la représentation de tout ce que je peux te faire sans balancer des dés, sans mesurer, etc. Voir les figurines prendre vie et puis être projeté vraiment dans cet univers-là. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors on a eu celui qui s'appelle Exodite, qui n'est pas directement sur les Eldar, qui était plutôt porté aussi sur les taux. Alors l'animation était pas mal, mais c'était quand même encore un peu perfectible, et puis l'histoire en elle-même, franchement ça reste que mon avis à moi, mais je trouvais ça vraiment vide. Vous voyez, on attend des choses, et en fait c'est ça le problème, c'est que ça fait 2 ans et on attend des choses à chaque fois, et on dit est-ce qu'un jour il va y avoir des choses qui vont sortir? Et là on y est enfin, ça y est, Paria Nexus, c'est de la balle. Ça y est, c'est la conclusion de cette vidéo. Franchement, c'est génial. C'est génial parce qu'on va retrouver tout ce qu'on attend d'une série. À savoir, l'histoire, elle est sympa, elle est intéressante, elle est... Alors, on va pas révolutionner le lore de Warhammer 40 000, on le verra dans la deuxième partie avec spoil, mais malgré tout, c'est très concret et ça donne vraiment ce cadre dans lequel on a envie de se projeter. Cet univers de Warhammer 40 000, c'est la plus grosse richesse, je pense, du jeu. Je pense qu'au-delà du système, au-delà de toutes les figurines qui ont été vendues, maintenant, à l'heure actuelle, l'univers Warhammer 40 000, c'est ce qui pèse le plus dans toute cette licence-là. Pourquoi? Parce qu'on a tous les produits dérivés, on a de plus en plus de romans, de plus en plus de séries maintenant qui vont arriver. On attend aussi un sel avec Amazon et puis le bon Kevin, qu'est-ce qui va nous sortir? Je ne sais pas. Peut-être on aura des infos un jour ou l'autre. En tout cas, travaille dessus, je pense que ça va exploser, quand ça va être là, franchement je pense que ça va exploser. Mais vous voyez, cette série là, je me rappelle, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, tiens, je vous remets le lien, comme ça vous allez la regarder. C'était une série de vidéos qui avait provoqué pas mal d'émoi, parce que on parlait un peu du côté woke des choses, et beaucoup parmi vous avaient peur en disant mais si on fait une série Amazon, enfin s'ils font une série Amazon, dans Kevin et tout, ça va être woke, et puis woke c'est pas l'univers de 40 000, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, on va pas
pas reprendre ce débat-là, parce que ce débat-là, on l'a déjà eu dans les vidéos, donc allez regarder cette vidéo. Par contre, ce qui est très très rassurant, c'est que quand on voit ce que donne Paria Nexus, bah on est top. On est top. Honnêtement, je vois pas qui va être déçu par cette série-là, parce que, comme je vous dis, on va avoir l'univers qui est très bien rendu. On a une image assez fidèle de ce qu'on se projette, parce que bien évidemment, ça reste que de la fiction, donc on sait pas comment ça se passe au 41e millénaire, mais en tout cas, tout ce qu'on peut se projeter, on va le retrouver dans Paria Nexus. On a des civils, on a de la sœur de bataille, on a de l'Astra Militarum, on a de l'Astartes, on a du Xeno. Alors bien sûr, Paria Nexus, c'est centré sur le Necron, vous l'avez vu, parce que sans doute vous avez vu le trailer. Je pars du principe que vous avez vu quand même le trailer de la série, donc ça vous donne quand même une piste, donc vous avez des Necrons, ça c'est clair, c'est évident. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, ça étoffe en fait tout cet univers. Voilà, donc ça déjà c'est une première chose. Ensuite, la réalisation technique, elle est top. Là, vraiment, on retrouve quelque chose de très bien réalisé. L'animation, elle est... on a suffisamment d'images. Vous voyez, des fois, on a l'impression qu'il manque quelques images, que c'est assez saccadé. Là, c'est pas du tout le cas. On a des scènes qui sont assez visuelles. Alors après, je trouve que c'est quand même une série qui est assez contemplative. Pourquoi? Parce que elle est décomposée en... Je crois qu'il y a 17 chapitres de tête, 15 ou 17 chapitres. Bon, après, il y a une épilogue, etc. Mais à chaque fois, c'est des petites scénettes, en fait, si vous voulez, qui se suivent, qui s'imbriquent les unes dans les autres, assez bien, et c'est assez contemplatif parce qu'on a vraiment beaucoup de paysages. On n'est pas tout le temps sur de l'action, du combat, et puis des explosions par-ci par-là. Il y en a quelques-unes, rassurez-vous, parce que c'est aussi pour ça qu'on veut regarder, on voit des choses qui pètent un peu à l'écran, mais on est sur quelque chose d'un peu plus contemplatif. On a souvent des décors, des paysages, un personnage qui est en premier plan, l'arrière-plan au loin, et on a vraiment beaucoup d'images de ce type-là, et moi, j'apprécie ça parce que ça donne vraiment le contexte dans lequel on va peut-être faire une partie de Warhammer 40 000 ou dans lequel vous pouvez vous imaginer, vous projeter quand vous lisez votre roman de Warhammer 40 000, eh bien, vous repensez à ces images-là et avoir la mémoire comme ça visuelle des choses, ça vous remet vraiment bien dans l'histoire. Alors pour acheter des choses sur le côté technique, eh bien cette série elle est en VO, en anglais. Après, ça parle pas énormément, c'est-à-dire que moi j'ai réussi à comprendre la plupart des choses qu'ils disaient, et que de toute façon, vous avez aussi une traduction en sous-titrage. Sous-titrage que vous pouvez activer, vous faites un petit clic sur l'engrenage, et puis comme ça vous pouvez mettre sous-titrage français. Donc voilà, ça permet quand même de comprendre assez facilement ce qui va se passer. L'histoire est pas non plus incroyablement tourmentée, donc normalement ça devrait bien se passer. Alors je vais faire une première conclusion ici pour ceux qui veulent pas regarder la partie avec spoil. En tout cas, eh bien moi c'est vraiment ce que j'attendais sur Warhammer+. Là on a vraiment quelque chose de très consistant. L'autre avantage c'est que c'est bien fait parce que Paria Nexus c'est exactement la prochaine campagne qu'on va avoir à l'heure actuelle au moment où je fais la vidéo. La prochaine campagne narrative qu'il va y avoir c'est sur justement le Nexus Paria. C'est des choses qu'on a déjà vues. On a déjà eu l'éveil psychique qui se portait sur le Nexus Paria, mais on n'allait pas beaucoup plus loin alors que c'était quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que pour remettre les choses un peu dans leur contexte rapidement, vous avez les Necrons qui créent une sorte de machine qui nullifie tout ce qui est pouvoir psychique. Donc les pouvoirs psychiques ne peuvent plus se manifester dans le Nexus Paria, mais le Nexus Paria c'est immense, c'est une zone qui regroupe plein de systèmes stellaires, donc c'est pas juste sur une planète, juste dans une zone, juste dans un quartier. Et toute cette zone-là, eh bien du coup, elle se trouve hermétique au chaos. Et oui, parce que le chaos, c'est les manifestations psychiques. Donc, comme il n'y a plus de manifestations psychiques, il n'y a plus ces émotions-là, eh bien, le chaos se trouve complètement diminué, voire amoindri, voire inexistant. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que tout ce qui est psychique, c'est aussi en fait les émotions qu'on peut avoir, et en fait ça détruit la plupart des émotions, et donc le courage, l'envie de se battre, eh bien c'est des choses qui sont annihilées, et on va se retrouver dans un univers en tout cas globalement qui est à l'image des Necrons, à savoir froid et calculateur, sans émotion. Et le Nexus Paria c'est vraiment ça, c'est l'atténuation voire l'occultation de toutes les émotions, et on sait que les dieux du Warp viennent des émotions. Donc ça a été quelque chose qui a été développé avec l'éveil psychique, qui maintenant a été mis un petit peu plus en avant et revivant avec cette série Paria Nexus de 3 épisodes, et qui va être vraiment, je l'espère, vraiment développé dans la prochaine campagne. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Salut! Alors, le sponsor de cette vidéo, c'est Magnétique Poster.
C'est tout simplement en fait les affiches que vous avez là. Donc c'est un fabricant d'affiches métalliques en aluminium. Alors elles sont vraiment rigides. Si vous avez l'habitude d'autres fabricants de posters métalliques, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus rigide. Donc c'est assez appréciable et avec des bords arrondis. Ça c'est assez classe. Donc je vous l'accorde, on n'est pas dans l'ambiance Warhammer 40 000, mais est-ce que j'aurais eu le droit de mettre des posters de Warhammer 40 000? Non. Non, donc voilà. Oui, si, ah bah quand même. Mais voilà, vous trouverez eh bien, différents designs. Je vous invite à aller regarder sur le site. C'est un site français et c'est un fabricant français, c'est fabriqué en France, donc ça c'est toujours assez sympathique. Vous avez en plus un code promo IGTV qui va vous donner 10% de remise sur vos achats. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à choisir à l'approche du Black Friday et à l'approche de Noël aussi pour les fêtes. Alors c'est parti, maintenant je vous raconte l'histoire, hein, vous êtes prévenus. Donc ça va se passer sur le monde sanctuaire de Paradis. C'est un monde qui est en lutte avec les Nécrons. Les Nécrons se sont réveillés sur cette zone-là. On est dans un des systèmes du Paria Nexus, donc il y a eh bien, tout ce qui est baisse un peu de la foi, des pouvoirs psychiques, ce genre de choses. Le chaos a diminué dans ces zones-là, mais bien sûr les Nécrons sont là et puis viennent s'approprier en fait ce monde. Donc la bataille a déjà plus ou moins eu lieu et on est dans une cité qui est en ruine. Donc déjà c'est très joli visuellement parce qu'on a l'image de la cité en ruine très classique de ce qu'on peut imaginer et c'est bien parce que ça nous met vraiment dans cette ambiance là. Donc on va suivre eh bien une sœur de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, une sœur qui s'appelle Danica. Alors je vérifie que je ne dis pas de bêtises, hein, Danica, et en fait elle est en train de prier l'empereur pour qu'il la pardonne, pour qu'il lui donne la force, en fait, de sauver son monde. Quand elle sort, eh bien, il y a juste une seule survivante de l'Astra Militarum, donc une Cadienne. On n'a pas son nom, mais en tout cas, cette Cadienne est là. Et eh bien, elle lui reproche plus ou moins, elle lui dit, mais tes prières jusqu'à présent, ça ne nous a pas mené bien loin. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà vraiment très étonnant de la part d'une Cadienne, parce qu'en fait, les Cadiens sont quand même le summum un petit peu de l'Astra Militarum, hein, c'est l'élite. Donc même si leur monde se trouvait perdu, etc., ils continuent à se battre pour Cadia stand. Et c'est assez étonnant qu'elle lui reproche en fait cette fois-là, mais on voit bien que tout est perdu autour d'eux, il n'y a que destruction, il n'y a que des cadavres, et malgré tout, la victoire semble inimaginable, et c'est simplement en fait de la survie. Et la cathédrale même dans laquelle elle est, eh bien, c'est juste une ruine. Et alors qu'elle se dispute un petit peu sur ce sujet-là, eh bien, on a dans le ciel un Thunderhawk qui est en train de s'écraser. Donc on voit qu'à l'intérieur, il y a des Space Marines. Alors, on ne sait pas ce qui les a touchés, on imagine que c'est une défense aérienne Nécron, mais toujours est-il que l'escorteur est en train de se cracher et elle voit passer en fait dans le ciel cette traînée-là. Et du coup, eh bien, la sœur Danica se dit je vais rejoindre le site de Crash pour retrouver justement ses forces loyalistes, les anges de l'empereur, pour les aider à reconquérir mon monde, hein, tout simplement. Elle a de l'ambition, Donc, ce qui se passe après, c'est qu'on va avoir une visu assez intéressante de l'Illuminor Xerath. Xerath, cette figurine qui est sortie, qui est un personnage, en termes de lore, il a pas un lore très très développé, ou en tout cas j'ai pas lu grand chose sur lui, ça a toujours été plutôt un personnage vraiment secondaire, histoire de dire. Là par contre il est au cœur de l'intrigue. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur lui? On apprend qu'il pratique des expériences sur la biologie. Lui en fait son but à l'Illuminor Xerath, c'est d'essayer de transcender les limites de la biologie. Alors typiquement, si on veut faire un gros parallèle, c'est une sorte de Fabius Bill Nécron, hein, voilà, ça y est, on est dans les gros clichés, mais c'est cette façon de voir là, le scientifique un petit peu fou, donc lui-même a modifié beaucoup son corps en fait, donc il a un corps qui ne ressemble pas du tout aux autres seigneurs Nécrons. Eh bien en fait sur le monde qu'il vient de conquérir, il mène des expériences et il y a quelque chose qui l'embête, c'est qu'il y a quelques anomalies, et ces quelques anomalies c'est justement les survivants. Donc on a quelques images où on voit des sorts de bataille qui sont encore là, des Space Marines qui sont encore là, quelques Astra Militarum qui sont encore là, et ça l'embête en fait parce que c'est une anomalie. Normalement, le monde devrait être conquis, ce n'est pas le cas, donc il faut corriger les choses. Et comment corriger les choses? Eh bien, il va réveiller une unité tracker. Les trackers, vous les connaissez, hein, c'est la boîte quand vous montez entre un immortel et un tracker. Voilà. Là, il n'en réveille qu'un seul, se dire qu'il a confiance. Et en fait, là, il y a un passage qui est vraiment très bon. Pourquoi? Parce qu'on le voit communiquer avec le tracker. Et le tracker, on voit qu'il est complètement obéissant. Malgré tout, il a
un degré de réflexion, en fait. C'est-à-dire qu'il réfléchit à certains points et en fait, Xerath lui dit: «Bon, je t'ai réveillé parce qu'il y a des anomalies vivantes, tu dois absolument les tuer» et là, en fait, l'unité, enfin l'unité, parce qu'en fait lui-même s'appelle Unité. Quand il répond, il dit l'unité comprend pour dire je comprends. Il dit pas je comprends, il dit l'unité comprend, l'unité accepte les ordres, l'unité tracker a reconnu votre saut de pouvoir. Donc ça c'est sympa parce que ça vous met du contexte sur les relations qu'il peut y avoir au sein des Nécrons. Moi je trouve ça très bon quand il n'y a pas que du combat et qu'on voit pas que des Nécrons en train de tirer au fusil gauche et qu'on a des interactions sociales entre les membres en écran. Je trouve ça très très bien et ça donne vraiment du relief et de la profondeur en fait à l'histoire. Donc, eh bien, il s'étonne, il dit, enfin, il demande à Xerath pourquoi il fait intervenir un tracker alors que on pourrait tout simplement faire venir un destructeur, parce que le culte des destructeurs, eux, ils sont là justement pour détruire, éradiquer, donc ils vont très bien faire ce travail-là. Pourquoi faire intervenir quelqu'un avec beaucoup plus de finesse comme un tracker? Eh bien, justement, Xerath lui dit, mais j'ai besoin, dans ce cas précis, d'avoir un petit peu plus de finesse. Donc voilà. Alors, un passage qui est assez intéressant aussi, c'est que l'unité tracker parle des âmes, en disant, il y a encore des âmes qui vivent. Et en fait, Xerath, lui, tout de suite, il s'offusque complètement et il se dit, mais tu ne dois pas utiliser ce terme-là. Le terme âme n'existe pas, cela n'existe pas. Et sous-entendu, on n'a qu'une matérialisation une matérialisation physique des choses. Et là, bah là, ça touche à notre croyance, à tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Est-ce que l'âme existe, hein, au-delà du corps ou au-delà de simplement des connexions entre nos neurones? Ou alors, est-ce que c'est juste biologique, mécanique, et que ce sont les interactions entre nos neurones qui créent ce semblant de conscience? En tout cas, Xerath, lui, il est convaincu que l'âme n'existe pas et qu'il ne faut pas utiliser cette terminologie. Voilà. Donc, il envoie le tracker. Le tracker utilise les portails un petit peu de téléportation d'écran. C'est sympa aussi de voir comment ça fonctionne. Alors, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais en tout cas de voir comment ça peut être utilisé, ça c'est vraiment très très cool. Alors, ce qu'on voit aussi sur Xerath, c'est qu'il est en train de faire de la recherche sur les humains, donc il les torture plus ou moins. Enfin, c'est pas vraiment de la torture, mais en tout cas, ils sont attachés, ils crient, et puis il arrive en fait à extraire leur force vitale, et ça forme une sorte de sphère dans sa main, mais cette sphère disparaît. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il l'a détruit, ou alors qu'il a réussi à matérialiser l'âme, hein, ou alors peut-être que, je ne sais pas, je pense que c'est ce que ça veut représenter, hein, c'est-à-dire que cette sphère représente la conscience et que malheureusement elle n'arrive pas à survivre en dehors du corps, ou peut-être que la conscience et l'âme existent et que du coup quand on a retiré en fait cette chose là du corps, eh bien voilà, il y a un mécanique qui fait que l'âme s'enfuit. En tout cas bah, ça c'est une autre interprétation, ce ne sera pas expliqué plus que ça, mais en tout cas c'était sympa d'avoir vraiment une vision de ce que peut faire Xerath, quelles sont ses recherches en tout cas, et puis voilà, donc on continue et on retrouve eh bien le Space Marine. Alors, le Thunderhawk s'est écrasé, il est en mauvais état, et la plupart sont morts, il ne reste qu'un seul survivant, donc un frère des Salamanders, donc il va s'extraire un petit peu de la carcasse, et alors qu'il s'extrait de la carcasse, eh bien, il y a des Deathcorps de Krieg qui arrivent, et qui viennent comme ça de se rapprocher. Alors, les Salamanders, vous savez, sont toujours très polis, donc première chose, quand il voit en fait un des soldats arriver, il lui dit félicitations pour votre courage, mais je n'ai pas besoin d'aide, je dois juste faire un rite funéraire et je vais pouvoir après venir vous aider. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, il sort en fait, alors je crois que ça s'appelle un Nacerium, c'est le sort de pistolet extracteur pour récupérer une glande progénoïde. Pense à ça, hein, dès qu'on s'écrase, ça c'est quand même assez amusant, je trouve. Il va extraire une glande progénoïde d'un de ses frères, justement, décédé. Et là, eh bien, il voit que le Deathcorp continue à se rapprocher de lui et bugle des choses genre... Donc, un petit peu en mode zombie, ouais. Donc, il se retourne, et là, il voit que il se rapproche, et il dit, mais arrête-toi, pourquoi tu continues à te rapprocher? Et en fait, là, il se jette sur lui, donc tout de suite, bien sûr, c'est pas assez rapide hein, pour un Astartes, il l'attrape, il le tient, là, on a une posture qui est assez sympathique, où, bout de bras, vraiment, sans peiner, il tient le Deathcorp, et puis, il voit que le Deathcorp est là, et donc, je dis, qu'est-ce que c'est? Il lui arrache son masque, et il voit, en fait, que dans ses yeux, dans ses veines, etc., il y a comme une sorte de fluide vert. Alors,
Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut, bah, évidemment c'est la détonologie Nécron, mais on peut imaginer peut-être des des nanomachines, des produits chimiques peut-être, quelque chose comme ça. Et on sent en fait que bah, le Descorp n'est plus maître de lui-même. Donc il y en a d'autres qui arrivent, et bien voyant que le Sundero qui est en train de brûler derrière lui, en train de s'enflammer de plus en plus, il dit que de toute façon il va pas avoir le temps de sauver les glandes progénoïdes et qu'il faut sortir un petit peu de là. Donc bah, voilà, il achève vite fait les quelques Descorps qu'il y a là, il ramasse un petit pistolet lance-flamme, un petit bolter, et puis c'est parti en route vers l'aventure. Alors quand il sort du Thunderhawk, eh bien il arrive bien sûr sur le champ de bataille, et ce qui est très sympa, c'est qu'on voit en fait à travers la vision du casque de l'Astartes, et en fait on voit à quel point tout peut être analysé, et en fait rien qu'avec quelques éléments visuels, l'ordinateur interne de son armure lui donne des indices sur ce qui s'est passé. On lui dit tiens là présence artefact Xenos, là Bolt, donc douille de Bolt, donc on peut imaginer qu'il y a eu des tirs de Bolt, etc. Et en fait tout ça, ça lui permet de recréer et de revivre en fait la scène de bataille qui s'est passée devant lui. Et là, on a une scène qui est vraiment très sympathique où on voit, alors, il y a des ultramarines, hein. En fait, on voit quelques ultramarines qui sont décédés, perdus au combat. Et en fait, il regarde un ultramarine et on le voit reprendre vie devant ses yeux. Et on le voit, vous voyez, regarder à côté comme s'il regardait en fait la réalité, comme s'il était spectateur de ce qui s'était passé. Ça, c'est vraiment, vraiment sympathique. Et puis, on voit que ça remonte à rebours. Donc, il est tombé, il se relève, il se prend un tir, il arrache une tête, etc. Et puis, on voit ce qui s'est passé. On voit, il arrive même à analyser jusqu'à, bon après c'est le côté cinématographique, mais jusqu'à ce qu'il s'est dit, et on voit que les sœurs de bataille luttaient avec les ultramarines contre justement l'incursion des Nécrons, mais que ils n'ont pas réussi à survivre, et que ce sont les Nécrons qui ont réussi à vaincre en fait aussi bien les Astartes que les sœurs de bataille que l'Astra Militarum. Alors dans l'Astra Militarum, on va noter qu'il y a et des Cadiens et des Descorps de Krieg. Alors pourquoi que ces deux, je sais pas. En fait, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit tiens, je pense qu'il réutilise, c'est technique, hein, qu'il réutilise en fait les modèles qu'il y a eu dans Kill Team quand Kill Team est sorti. Vous savez, on avait eu droit à une superbe vidéo aussi qui montrait un commando orc qui luttait contre des Descorps de Krieg, et j'ai l'impression que c'est justement les mêmes modèles, et qu'en fait ils se sont dit tiens, vu que ces modèles existent déjà, hein, on va les réutiliser, et donc du coup ils ont mis les Descorps, et puis vu que les Cadiens on les avait déjà aussi parce qu'ils étaient dans Indomitus, et bien voilà, on les a mis ensemble, on les a croisés. Mais c'est sympa d'avoir ces deux formations qui sont vraiment très spécifiques, mais qui peuvent combattre ensemble, hein, forcément, et puis c'est même presque dommage si on n'est pas un troisième, hein, des petits catachants, ou même autre chose, hein, je sais pas, des Vostroyens par exemple, quelque chose qui serait ressorti, qui serait assez original comme ça. Mais en tout cas, on revoit cette scène de bataille, et ça, c'est le côté un peu fan service. On a de la baston avec du Nécron, des tirs de plasma. Alors j'avoue que je suis un peu déçu par les tirs de plasma que fait alors c'est une chamoineige, je pense, ou la petite sœur supérieure avec son pistolet plasma. C'est pas très impressionnant, ça fait des petites explosions de petits poufs, de petits pchits. Je voyais ça beaucoup plus dramatique en termes de boules de plasma qui est envoyé plutôt que des petits pchits. Puis ça fait même pas beaucoup de dommages en fait sur les Nécrons. Par contre les Scorpek, eux, ils sont très bien animés, et c'est vrai que ça fait plaisir. Mais les Scorpek aussi, je pense là aussi qu'il y a réutilisation en fait de tous les modèles qui avaient été utilisés dans la vidéo pour Indomitus, et fort bien leur face, hein. Aucun problème, au contraire, il n'y a aucun souci, hein. Remettez-moi plein de Scorpek, faites une charge avec 200 Scorpek, il n'y a aucun souci, hein, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est vraiment sympa, encore une fois, de les voir vivre. Et honnêtement, quand on a commencé par de la figurine, comme nous tous quasiment, et puis qu'on les voit s'animer, ça fait quelque chose. Donc j'imagine aussi à ceux qui vont les voir s'animer pour la première fois, qui vont les retrouver en figurine, et en disant ah, ça ressemble bien, c'est génial et tout. Cette émotion-là, c'est vraiment génial. Donc je suis très très emballé par le côté esthétique de la chose. Donc on a ce combat, voilà, ce combat qui prend fin, et retour à la réalité, il entend des explosions de Bolt, et donc il se met à courir. Alors, ces explosions de Bolt, d'où elles viennent? Elles viennent tout simplement de la sœur de bataille. Sœur de bataille, alors c'est même elle qu'on va suivre de façon assez présente en fait. C'est vraiment presque plus son histoire que celle du Salamander.
dans la première partie, il y a trois parties, et on la voit voilà, cheminer comme ça avec la survivante du groupe de Cadia. Alors le survivante du groupe de Cadia, on sent qu'elle en a vu parce qu'elle n'hésite pas à remettre en cause un petit peu eh bien, ce que pense la sœur de bataille en disant bon bah voilà, mais en fait il y a même un échange, en fait, une discussion entre elles qui est vraiment assez sympathique où eh bien elle dit à la sœur de bataille, elle lui dit mais en fait qu'est-ce qui est important ici? C'est pas important de faire survivre ce monde, parce que la sœur de bataille dit ce monde, on devait enfin, on a péché entre guillemets. Enfin, en fait, c'est assez subtil. C'est assez subtil, et puis ça se découvre, ça se délite au fur et à mesure, ça se dénoue plutôt. Mais en fait, elle est très dans la rancœur, cette sœur-là. Elle est dans la rancœur, pourquoi? Parce qu'elle reproche aux morts de ne pas avoir suffisamment bien combattu pour protéger ce monde sanctuaire. Et comme ce monde sanctuaire est tombé, ce n'est pas de sa faute parce qu'elle se battait avec foi, c'est de la faute de ceux qui sont morts parce qu'ils ne se battaient pas avec suffisamment de foi. Et ils n'ont pas trouvé en eux l'énergie pour sauver ce monde. Et bien sûr, alors, il y a un peu plus de pragmatisme chez la sergente de Cadia, on va dire que c'est une sergente. Elle lui dit, mais tu peux pas reprocher aux morts de ne pas avoir donné ce qu'il fallait. Et puis, la vie est aussi importante, parce qu'en fait, sans vie, il n'y a pas de foi. Tu défends la foi de l'empereur, mais la foi de l'empereur, c'est pas une église, c'est les croyants qui y a à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort. Et c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'Imperium, parce que dans l'Imperium, la foi, c'est beaucoup plus important que à la rigueur, que les territoires, et les territoires sont aussi plus importants que la vie. La vie humaine, c'est peut-être même moins important qu'un bolter, c'est peut-être même moins important que l'équipement. Et pour une fois, on a cette notion que l'empereur, ce qu'il veut protéger, c'est justement l'humanité, et la foi des croyants, c'est ce qu'il faut défendre. Donc voilà. Et en fait, il y a cette discussion parce que la sœur de bataille dit oui, peu importe les morts, et en fait, la Cadienne dit oui, mais alors attends, il y a eu combien de morts ici là? 100 morts, ça ne te suffit pas? 1000 morts, ça ne te suffit pas? 10 000 morts, ça ne te suffit pas? Et elle te dit, mais chaque seconde qui passe, ça c'est un passage qui est assez sympa, chaque seconde qui passe, il y a des millions, voire des milliards de morts chaque seconde dans la galaxie pour défendre l'Imperium. Et elle fait boum, boum, boum. Et en fait, c'est assez amusant. Et à chaque fois qu'elle rythme ça, elle décompte une seconde, tac. Et on sent qu'à chaque fois, 1 million de morts. 1 million de morts. Génocide, atrocité, au nom de l'empereur, pour sauver la foi. Et elle dit, la vie, c'est important. Et il faut protéger cette vie-là. Donc, ils sont plus ou moins en train de se chamailler. Et c'est le moment, justement, où elle voit, en fait, un Descorp de Krieg. Alors, ce Descorp de Krieg, eh ben, on voit aussi qu'il est un petit peu en mode un petit peu zombie. Donc, il se rapproche. Et puis, il commence à attaquer, justement, la sœur de bataille. Là, on a aussi une belle scène de défense où elle va se protéger avec... où elle va réciter en fait un cantique, donc l'empereur est mon bouclier, ma foi me garde, je serai le feu de la lame de l'empereur, etc. Puis à chaque fois, paf, un petit bolt qui fait exploser les gardes impériaux qui se rapprochent d'elle, se retrouve entourée. Alors la Cadienne, assez étrangement, bon après elle n'est pas équipée, elle n'a plus d'équipement, elle n'a pas de son équipement, mais elle va pas intervenir. Ça c'est quelque chose qui m'a étonné, parce que je me suis dit quand même si elle n'est pas d'accord avec la sœur de bataille, il y a quand même un moment où elle pourrait au moins lui prêter main forte. Alors après, elle a juste un couteau, mais moi je la voyais bien y aller en mode couteau. Cadia quand même, Cadia stand. Et le fait qu'elle reste en retrait comme ça et qu'elle laisse la sœur de bataille, c'est quelque chose qui est assez déstabilisant. Donc ensuite, elle réussit, cette sœur quand même, à s'en sortir, et puis bah voilà, là la Cadienne arrive, elle vient la réconforter, et en mode continuons à avancer. En fait, alors qu'elle parle, ils entendent justement, en fait, ils entendent toutes les deux des bruits, tac, 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 des pas assez lourds. Bien sûr, devant eux, on a le Space Marine. Alors bien sûr, le Space Marine, il se méfie maintenant de tous les impériaux qu'il peut rencontrer, parce il sait qu'ils peuvent être aussi contaminés par les artifices Nécron. C'est la même chose du côté de la sœur de bataille, donc elle se pose la question, est-ce qu'un ange de l'empereur peut avoir été corrompu? Là, ce qui se passe, c'est que le Salamander enlève son masque et dit rassurez-vous, je suis là pour vous aider, voilà, combattons ensemble. Alors, ce qui est important aussi de noter avant, c'est que ce Space Marine a vécu des choses aussi, donc dans le cheminement, on revoit un petit peu ce qu'il a vécu, et alors qu'il explorait
pardon, alors qu'il explorait les ruines en fait du monde impérial, il est tombé sur des survivants, donc des civils cachés dans une crypte, et en fait, bah, il arrive, et puis il les découvre et il va les protéger. Et là, c'est là où on a aussi quelque chose qui est complètement inhabituel, c'est l'humanité dont peuvent faire preuve les salamanders. Et c'est bien le chapitre qu'on met toujours en exergue sur le côté le plus humain, le côté le plus amoureux de l'humanité, défenseur de l'humanité, ce sont les salamanders. Et ce qu'il fait, c'est qu'il enlève son casque. Alors là, on voit son visage. Son visage, il est typé noir, avec les yeux rouges un petit peu, et typé un peu aussi asiatique. Donc ça fait un mélange asiatique noir avec des yeux rouges. Et en fait, tout de suite, il a de l'empathie parce qu'il enlève son masque et dit « Rassurez-vous, je sais que mon visage peut vous intimider, mais ce sont juste mes traits génétiques. Je ne suis pas corrompu, même si on pourrait imaginer avec les yeux rouges, etc. C'est vrai que ça fait assez démoniaque que je suis corrompu. » Et en fait, il rassure ces humains. Et en fait, c'est quelque chose que un autre chapitre dans la Startest, peut-être ils peuvent défendre, peut-être certes, mais ils vont pas aller jusqu'à perdre du temps, entre guillemets, pour rassurer des enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on a quasiment jamais vu. Hormis chez les Salamanders, ou peut-être, je sais pas, les Ultramarines, Blood Angel, peut-être, Blood Angel. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui va être fait, en fait. Et là, il prend le temps, il se met même à genoux pour parler aux enfants, pour leur expliquer les choses, et on apprend son nom. Il s'appelle Sakan, et il fait partie, bien sûr, des Salamanders. C'est l'unique survivant, et eh bien, il les prend sous son aile, et il le dit... Enfuyons-nous, il y a un site d'extraction, on va retrouver ce site d'extraction et je vais faire en sorte de vous protéger. Donc là, on se retrouve justement au moment où eh bien, il entend les tirs de Bolter, il retrouve la sœur de bataille qui était justement en train de se battre contre les Descorps qui est autour d'elle, on va dire les zombies nécrons. Enfin, les zombies nécrons, ce ne sont pas des zombies de type nécron, mais ce sont des humains qui ont été zombifiés par le pouvoir des nécrons. D'ailleurs, à ce sujet, Zeras en parle un petit peu, et il dit en fait que simplement ce sont des expériences ratées. C'est-à-dire que dans ses errements sur l'étude biologique, et ben, du coup, il a créé des sortes de personnes comme ça qui sont plus ou moins aveuglées, Enfin, ils parlent toujours du côté aveugle, alors pourtant ils arrivent quand même à voir les choses parce qu'ils arrivent à attraper leur adversaire, mais ils n'arrêtent pas de dire aveugle. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment compris. Peut-être que c'est aveugle à la foi impériale, peut-être. Je suis parti un peu loin, je sais pas trop pourquoi, mais à plusieurs reprises, en fait, ils répètent ça, donc alors que on ne donne pas l'impression de ne pas voir, donc je ne sais pas. Bon, ils sont de ce côté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, eh bien, quand ils se retrouvent, eh bien, d'abord, le Space Marine est là, et puis, il est content, entre guillemets, de trouver une alliée, hein, parce que ça fait toujours quand même un Bolter en plus, et en fait, quand la sœur de bataille voit que derrière lui, il y a en fait des civils, tout de suite, elle pointe son Bolter vers eux, et puis elle veut commencer à leur tirer dessus, et là, Sakan s'interpose, il fait « Mais ma sœur, que faites-vous » et là, elle fait « Mais ils ne sont pas innocents, il faut absolument les tuer avant qu'ils soient pervertis en fait, par ce monde, et qu'ils soient pervertis par les nécrons, et qu'ils se transforment en ennemis de l'Imperium. » Et là, Sakan fait « Mais calmez-vous, là pour l'instant il n'en est rien. » Et en fait, on sent qu'il y a vraiment cette incompréhension, et on a la sergente de Cadia qui arrive et qui fait à la sœur « Mais calmez-toi, Danica, je me suis toujours Danica, ma sœur, soyez calme, faites pas de bêtises, on est quand même devant un Astartes, et on voit que dans la carrure, dans la posture, un Astartes ça rigole pas, et Sakan les regarde très sévèrement et dit « Je vous demande de baisser votre arme. » Et en fait, elle est vraiment en colère contre l'Astartes, contre Sakan, et il le dit « Mais vous êtes un ange de l'empereur, un ange de la mort, et vous avez de la pitié pour ces humains qui n'ont même pas été capables de défendre leur monde, vous les défendez, alors que vous avez sans doute commis des génocides, et fait, mais combien il y a de sang sur votre lame tronçonneuse, combien vous avez tué de personnes, et là, vous avez de la pitié pour eux, c'est inconcevable. » Et alors Sakan garde vraiment son calme, s'énerve pas, et il dit peu importe en fait, il dit même peu importe ta haine, j'ai pas de temps à perdre avec ta haine en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort. Moi, c'est un de mes passages préférés de toute cette série-là. C'est ce passage-là, en fait, où on a cette sœur zélote de Notre-Dame des Martyrs qui est
aveuglé par la foi en fait, et ça va être vraiment le leitmotiv de cette série, aveuglé par sa foi et qui est prête à tuer en fait des citoyens qui ne sont pas encore corrompus, même si elle ne sait pas comment ils vont être corrompus, mais juste parce que ils ont échoué à défendre le monde, échoué à défendre ce monde sanctuaire. Et c'est là où, eh bien, on voit un peu la noblesse, encore une fois, des Salamanders, et de ce Space Marine qui s'interpose et qui dit non, on va les sauver, on va aller vers l'ouest. Je sais qu'à l'ouest, il y a un pôle d'évacuation, donc on va aller à l'ouest, et puis on va y aller. Donc, bah, bien sûr, c'est Space Marine qui gagne, hein, sort de bataille rengaine, et puis on continue. Alors, ça se passe pas exactement comme ça. On va avoir le tracker. Vous savez, ce fameux tracker qu'on a eu à un moment donné, qui a été envoyé par Xeras, eh bien, il est en mode sniping. Alors, ce qui c'est bien aussi, c'est qu'on voit à travers sa propre vision. Donc, c'est une vision un petit peu à la Matrix, avec une sorte de pixelisation un petit peu des choses, avec une émanation des, on va dire, de l'esprit. On peut pas dire de l'âme, en tout cas, lui n'aura plus le droit de dire l'âme, mais c'est assez amusant de voir cette façon de présenter les choses. Donc vous avez en fait cette vision-là, un peu à la Matrix des choses, et c'est sympa aussi parce que ça nous projette, on voit un petit peu le monde à travers les yeux d'un écran. Moi je trouve ça riche. Moi je suis pas là que avoir envie de jouer mes figurines et connaître les règles et savoir c'est quoi leur CT. Moi j'ai envie de savoir aussi un petit peu le fond de l'histoire, comment ils voient, comment ils perçoivent les choses, pourquoi pas, c'est assez plaisant. Et toute cette série là, elles sont là pour ça, elles sont là pour alimenter notre soif de connaissances sur l'univers. Donc combat, évidemment, le sniper n'est pas assez rapide, Sakan réussit à l'éviter, il se dit mettez-vous à couvert, etc. Petite scène de combat qui ne va être reportée par personne, parce que là on a l'intervention en fait des sortes de zombies à nouveau, qui s'en prennent aussi bien en écran que à l'Imperium, et qui viennent en fait paralyser plus ou moins le sniper. Donc à terre, eh bien on a Sakan et puis Danica qui s'en vont, qui vont essayer d'aller toujours plus loin à l'ouest, et puis ils vont arriver finalement sur cette zone-là, cette zone en fait d'extraction qui est complètement détruite. On voit un Thunderhawk détruit, alors j'ai jamais vu autant de Thunderhawk détruits que dans ces vidéos-là. Donc encore une fois, une épave. Alors il y a aussi pas mal de corps d'Ultramarines. Le but en fait des Salamanders, il le dit à un moment donné Sakan, c'était d'allier leurs forces en fait. Et ce qui se passe, c'est que il est seul. Voilà, les Ultramarines a priori sont tous morts. En tout cas, la sœur Danica dit les Ultramarines a priori sont tous fait tuer. Donc il n'y a plus grand monde à sauver. Ce qu'il reproche aussi en fait à Sakan, c'est non seulement de défendre en fait ses faibles, mais aussi de leur mentir, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, mais moi je suis là depuis pas mal de temps, et en fait je crois qu'il n'y a plus du tout aucune zone d'évacuation, donc pourquoi vous leur dites qu'il y a une zone d'évacuation ? Et en fait là, ça c'est un moment aussi qui est chargé d'émotions, où on a Sakan qui regarde en fait les enfants, et qui dit, c'est leur seul espoir. Et à aucun moment je ne vais être celui qui leur enlèvera cet espoir. Et peu importe, c'est la seule chose à faire. Pourquoi ? Parce que s'il y a des renforts impériaux, on les trouvera là-bas. S'il y a un moyen de les contacter, on le trouvera là-bas. Donc c'est la bonne chose à faire. Et si jamais je peux donner ma vie dans cet espoir-là, je le ferai. Et ça, c'est assez fort. Ce Space Marine qui ne perd pas de vue pourquoi il se bat et que la vie humaine est importante. Donc, malheureusement, voilà, on va arriver à cette zone-là. Cette zone-là, eh bien, elle est quand même un peu encore en prise avec les Nécrons. Et puis on a un Scorpek qui va arriver. Donc là, voilà, hop, Sakan remet son casque. D'ailleurs, elles sont tout en tendance à enlever son casque. Mais je pense que c'est pour personnifier en fait le personnage. Parce que c'est vrai que quand on a son casque, c'est un Space Marine. Enfin, vous en avez vu tous, en armure tactique comme ça, là, on a vu des centaines. Par contre, quand il enlève son masque, il a vraiment en plus un type, parce que on le reconnaît, ça le caractérise, et du coup ça le personnifie, et on s'attache forcément beaucoup plus au personnage parce qu'on a vu son visage. C'est normal, on est prévu pour réagir comme ça. Et là du coup il remet son casque, on a le Scorpek qui commence à arriver et foncer vers lui. Combat va y avoir lieu encore une fois. Alors il est pas trop à son avantage parce que il a plus que son bolter, et le Scorpek est très rapide. Ça va pas suffire à l'arrêter. Il réussit à peine à esquiver, mais du coup il se fait trancher en fait un bras, donc il est vraiment en difficulté, et alors qu'il est sur le point de se faire empaler avec les grandes lames de phase, la sœur de bataille arrive pour le sauver in extremis au dernier moment, paf paf paf, plein de séries de bolts, et elle réussit à
Elle a réussi à le déstabiliser suffisamment, eh bien, pour que dans le combat, je ne vais pas passer trop de temps sur le combat, c'est pas, enfin, c'est sympa à regarder, mais c'est pas très intéressant à raconter. Ils réussissent à récupérer une épée tronçonneuse qui était sur un ultramarine, et puis à se débarrasser comme ça de ce Scorpec. Voilà. Chose qui est assez intéressante et qui est pas mal et que j'ai un petit peu passé sous silence, mais je vais vous le donner maintenant parce que je voulais mettre après le combat. En fait, il y a un moment donné où la sœur de bataille, en fait, elle guide un des prêtres. Et le prêtre qui était dans l'église, là, voilà, qui était avec eux, eh bien, il commence à essayer enfin, il voit qu'elle elle est un peu mal. Et il va essayer de la rassurer un petit peu et lui dire mais rassurez-vous, l'empereur veille sur vous, vous n'avez pas échoué à sauver ce monde, ce n'est pas de votre faute. Et là elle le regarde et fait mais non, non, je n'ai pas échoué, par contre toi t'as fait quoi? T'as fait quoi, toi, pendant que j'étais en train de me battre, pendant que mes sœurs elles étaient en train de saigner, que tout le monde était en train de lutter pour sauver ta vie? Toi, t'étais dans la crypte, en train de te cacher avec les enfants? Tu crois que c'est ça qu'il faut faire? Et en fait, elle s'énerve sur lui et elle lui reproche eh bien, tout le poids de la défaite de l'Imperium sur ce monde-là. Et elle dit, mais c'est exactement ça, toi, quand j'ai vu les prêtres, vous sentez la fumée, vous sentez l'encens, alors que nous, on sent le sang des martyrs, et tu ne donnes pas ta vie pour défendre ce monde alors que ce monde est sacré, et tu oses me faire la morale, tu oses me parler de foi. Et là elle s'énerve bien sûr sur lui, et encore une fois on a la sergente de Cadia qui arrive et qui fait mais calme-toi, tu ne vas pas te venger sur lui de la défaite. Et en fait elle revit la scène de la bataille, et parce que la servante Cadia lui dit mais en fait c'est un homme qui est guidé par sa foi, tout comme toi tu es guidé par ta foi, et ça te fait dire des choses qui sont fausses en fait. Ta foi t'aveugle, et ta foi t'a fait perdre le combat. Et en fait là elle revit le passage du combat, et on la voit qui est en train de défendre une sorte de pont. Il y a les Nécrons qui sont en train d'arriver, et en fait on voit que là il y a la sergente de Cadia, c'était à l'époque où ils se battaient encore ensemble. Elle lui dit mais ma sœur, les forces sont en train d'arriver, les ultramarines ont échoué à défendre, il faut maintenant revenir et repartir et se replier pour retrouver la 9e compagnie, ou la 7e compagnie, j'aurais pu le dire. On va trouver la 7e compagnie, et puis après on va se regrouper, on va faire groupir. Et le problème, c'est que elle reste absolument là. Elle ne veut pas quitter son poste parce qu'elle se dit il faut absolument se battre, ce monde est sacré, il faut donner sa vie pour défendre. Et en fait, la sergente se dit mais on a des chances encore de l'emporter si peut-être on se regroupe, alors que là, on va juste sacrifier notre vie. Et elle dit il faut rester, restons, tu n'as pas de foi. Et c'est ce moment-là où la sergente de Cadia eh bien, se fait transpercer par un Scorpec. Et c'est là où on voit que, eh bien, elle reprend conscience, et presque elle est en pleurs, cette sorte de bataille. Elle reprend conscience et elle se dit mais tu es morte, pourquoi tu me hantes? Je t'ai vu mourir, pourquoi tu es encore là? Et c'est ça qui est fort, ça c'est un des gros spoils de cette série, c'est que cette sergente Cadia, depuis tout à l'heure, c'est juste dans son esprit, c'est juste en fait, peut-être la conscience, ou en tout cas quelque chose qui la suit, et qui la tourmente en fait, et qui la fait douter. C'est tout ce qu'elle perd en foi, et bien c'est matérialisé dans cette sergente de Cadia. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. C'est pour ça qu'elle n'avait pas été la défendre quand elle s'est fait assaillir par les zombies. Bah oui, parce que je me suis dit, quand même, elle est une sœur de bataille, elle se fait elle se fait attaquer par les zombies, mais pourquoi est-ce que celle de Cadia vient pas la défendre? Voilà pourquoi. C'est que en fait, techniquement, elle n'est pas vraiment là. Donc ça, c'est un petit twist qui est vraiment sympathique. Donc, elle reprend conscience, voilà, elle rentre dans le combat que je vous ai déjà raconté, avec le Scorpec, où elle sauve justement in extremis Sakan. Malheureusement, eh bien, ça lui coûte la vie, parce que alors que le Scorpec eh bien, a été éliminé, on a le retour de ce fameux tracker qui vient la sniper dans le dos, pas très fair play le sniper, et voilà, elle s'effondre. Il se rapproche d'elle, et on voit que au fur et à mesure l'image de la Cadienne disparaît de ses yeux, l'image du monde disparaît de ses yeux, et qu'elle veut lutter, et le tracker s'étonne en fait, se dit mais pourquoi autant de résistance, et alors qu'il est un petit peu accaparé par justement la mort de la sister, eh bien on a Sakan qui vient aussi là l'achever. Voilà. Et ce qui est assez amusant, ça va se terminer sur un passage où on a, je fais un petit résumé. Vous avez Sakan en fait qui, alors
ce qui se passe en fait, parce que là tel que je vous le raconte, ça c'est pas très bon, mais c'est qu'en fait, il réussit à s'échapper en fait le tracker. Et le Sakan en fait vient lui mettre un petit coup dans la carotide. Alors la carotide Necron, je sais pas trop quel impact ça peut avoir, mais il réussit à s'échapper dans son monde, enfin dans sa faille de téléportation, et puis il vient faire son rapport à Xerath. Et il lui dit, je sollicite en fait des réparations parce que les unités anomalies qui sont encore en vie, eh bien, sont pas encore détruites. Par contre, j'ai subi des dommages, donc je sollicite une réparation. Et Xerath se dit, mais pourquoi je sacrifierais en fait des ressources Canoptech pour réparer un outil qui n'est pas apte à faire ce que je lui ai demandé? Et le tracker se défend, dit, mais on est dans des paramètres qui sont totalement nominatifs, hein, c'est-à-dire que le temps que j'avais estimé pour accomplir cette mission n'est pas encore révolu, donc je vous demande de accéder à ma demande. Et à ce moment-là, eh bien, on le voit en fait un petit peu en projection holographique, eh bien, sa tête se fait décapiter, et là, on a Sakan qui arrive et qui retient en fait la tête justement du tracker, et qui va l'utiliser comme outil de communication pour aller discuter directement avec Xerath, pardon. Et c'est assez amusant parce qu'on a cette discussion entre Xerath et puis Sakan. Et donc Xerath, quand même, l'Imner se permet une petite question, se dit, mais pourquoi est-ce que tu défends encore ce monde alors que nous l'avons conquis, qu'il est complètement sous notre botte? Pourquoi est-ce que tu continues à te battre? Et la réponse de Sakan, elle est extrêmement simple. Il dit, c'est tout simplement parce que je suis un salamander, et les gens de ce monde ont demandé notre aide. Quand on demande notre aide, on vient les protéger. Et Sakan lui dit, tu m'as posé une question, je vais te poser aussi une question. Et Xerath l'arrête dessus, fait, mais attends, les formes de vie inférieures telles que toi n'ont pas voix à la question, donc cette conversation va simplement s'arrêter là. Et encore, il a la politesse de dire qu'il va raccrocher, hein, parce que moi, je pense qu'il aurait même juste simplement dû raccrocher. Et puis, ça s'arrête là, donc on ne sait pas quel va être le destin de Sakan, est-ce qu'il va réussir à accomplir sa mission. En tout cas, on le voit partir à la recherche sans doute de Xerath, faire son devoir pour l'Imperium, pour protéger ce monde. Et puis, tout à la fin, dans les dernières scènes qu'on peut avoir, eh bien, on voit qu'on est dans les forêts, en fait, forêts qui entourent en fait la cité, et on a une bande d'Astra Militarum qui, alors une escouade d'Astra Militarum qui chasse en fait tous les derniers zombies qui peuvent exister encore. Et ils continuent dans la forêt, et là, ils tombent sur un des enfants qui était justement juste avant protégé par Sakan. Et il y a un passage qui était sympathique, c'est que quand Sakan en fait a laissé les enfants avec le prêtre, etc., il leur a dit, allez vers l'ouest, vous allez toujours vers l'ouest, et quand vous arriverez sur les forces impériales, vous pourrez leur dire que Sakan des salamanders vous a confié à eux. Et l'enfant, bien sûr, maintenant est seul, donc il pleure plus ou moins parce que sa famille, tout le monde est mort, et en fait il se retourne vers ses forces de Cadia, et puis il leur dit Sakan m'a dit de vous dire que fin. C'est le monde de Warhammer 40 000, aucun espoir, et voilà, et fin de la série. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très bien, il y a un début, il y a une fin, il n'y a pas de truc qui révolutionne, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas de choses qui révolutionnent notre façon de voir le monde de Warhammer 40 000, juste ça le consolide, ça met un beau vernis dessus, on voit dans quel monde on est, comment se comportent les forces impériales entre elles, avec la population, avec les xénos, comment se comportent les xénos. C'est vraiment... Ça fait 1 heure au total, je crois qu'il y a 3 épisodes à peu près de 20 minutes, ça vous fait 1 heure complète de vous abreuver de l'univers de Warhammer 40 000, et c'est juste parfait. Voilà, juste parfait. Donc on arrête là, parce que la vidéo est bien plus longue que ce que j'avais imaginé. En tout cas, eh bien, on continue comme ça, les gars de Warhammer+, on continue comme ça. Maintenant, on nous fait que des séries comme Nexus Paria. Et puis, nul doute que Nexus Paria, on va en reparler pas mal, parce qu'avec ce bouquin de campagne qui va sortir, moi, ça va me donner de la matière pour faire avancer le lore avec vous. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le like, le commande, le coup de Tipeee, ça fait toujours plaisir. Il y a les liens partenaires, comme d'habitude, pour me permettre de continuer à vous partager ma passion. Et puis, n'hésitez pas en commentaire aussi, parce que je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. Allez, à bientôt. Salut à tous.